Et donc c'est un signe de pouvoir, c'est pas très très grave, mais en tout cas, comme là, par contre, la société estonienne est extrêmement numérisée, puisqu'elle a fait un saut technique de l'ère soviétique à l'Estonie moderne, fait qu'elle, par contre, l'économie estonienne a effectivement été paralysée et mise en difficulté, parce qu'énormément de procédures, de flux financiers, d'actions économiques se déroulaient dans cet univers cybernétique. Et donc là, par contre, l'économie en a été affectée. On était bien dans de la politique. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'établissement avec certitude de la responsabilité russe, mais comme vous dites, la Russie a bien, en tout cas, avait toute légitimité, entre guillemets, ou en tout cas toute raison d'agir, et là, on peut lui porter crédit de cette attaque sans pour autant que l'on puisse invoquer de manière juridique rigoureuse la responsabilité officielle avec des éventuels appels à réparation, puisqu'il n'y a pas eu de preuve déterminante de sa responsabilité technique dans cet assaut numérique. Très bien. Alors, colonel Durin, votre ministère n'a pas été encore débaptisé, je crois. Ce n'est pas encore le ministère de la cyberdéfense, mais il n'empêche. Il n'empêche que vous travaillez évidemment sur ces questions-là. Effectivement. Prenez le micro. Le terme de cyberguerre, ce n'est pas un terme qu'on utilise de façon répandue au ministère de la Défense, c'est celui de cyberdéfense. Et je voulais juste revenir sur ce que vous avez soulevé précédemment, sur cette question de terminologie. Effectivement, cyberguerre, ça englobe énormément de choses, et on est face à un phénomène qui prend de multiples facettes. On a des actions cybercriminelles, comme en Estonie, une attaque en déni de service qui n'est pas du tout un acte de guerre au sens du droit international. Et puis on a des attaques, des cyberattaques isolées, en tant que telles, des cyberattaques qui précèdent des attaques armées. Dans le cas de la Géorgie, ce n'est pas des attaques qui étaient complémentaires d'une invasion terrestre, c'est des attaques qui ont précédé une invasion terrestre, qui l'ont préparée. Et donc là se pose la question de savoir à quel moment on peut réagir. Est-ce que c'est au moment où cette attaque se produit qu'il y a véritablement un conflit armé et qu'on peut réagir? Ou est-ce qu'il y a une agression armée? Est-ce qu'on peut réagir en légitime défense? Ou est-ce qu'il faut attendre les conséquences en tout cas les conséquences qui viennent de cette préparation de l'invasion terrestre? Donc c'est vraiment des cas complètement différents. Et il y a aussi le cas qu'on invoque dans le futur, qui serait une opération militaire totalement dématérialisée, totalement cyber. Et à chaque fois, ce ne sont pas du tout les mêmes questions qui se posent, ce ne sont pas le même droit qui s'applique, ce ne sont pas les mêmes règles et les possibilités de réaction dans les différents cas. Donc vraiment insister sur cette question de terminologie. Cyberguerre, c'est très vaste. Au sein de différentes instances, on se pose des questions sur les termes de cyberattaque, de cyberconflit. Et nous, au ministère de la Défense, on est dans la cyberdéfense. Donc la cyberdéfense, pourquoi? Déjà, d'une part, parce que politiquement, il a été dit clairement que pour l'instant, nous avions une volonté de développer une stratégie de défense, certes active, mais surtout pour être prêt à réagir à ce type d'attaque, et qu'on n'est pas encore dans une phase, en tout cas clairement, offensive. Mais cette cyberdéfense, c'est surtout toute une réflexion sur notre capacité à réagir à ce genre d'attaques, à les identifier, à les qualifier, à trouver leur origine, et donc à savoir quel est le type de droit applicable, et éventuellement à être capable de répondre, voire de mener des actions offensives. Ça sera dans une étape à venir. Mais effectivement, nous sommes dans une stratégie au sein de l'État français et du ministère de la Défense de cyberdéfense. Et on en reparlera peut-être tout à l'heure, une stratégie qui s'implique elle-même dans des systèmes classiques, genre OTAN, par exemple, bien sûr, dans le cadre de l'OTAN ou d'autres systèmes. Bien sûr, mais pas forcément toujours avec les mêmes termes non plus. Donc on a parfois des difficultés sémantiques, même avec nos propres alliés. Les Américains ont une stratégie beaucoup plus offensive que la nôtre, ont beaucoup moins de complexes vis-à-vis des attaques offensives, des cyberattaques offensives. En tout cas, l'OTAN, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais a inclus clairement les cybermenaces dans son concept stratégique. Et il y a une réflexion vraiment pour à la fois savoir comment répondre à ces menaces, comment les anticiper, comment les qualifier et quelles sont les règles de droit applicables. Alors j'aimerais peut-être une précision avant de passer la parole à M. Sandoz, c'est à lire les écrits autour de ces questions-là, qui sont nombreux, comme le disait Ghislaine tout à l'heure. On a l'impression qu'il y a finalement deux grands champs de bataille. Il y a le champ de bataille traditionnel, qui est en train lui-même d'être de plus en plus numérisé. Donc là, c'est un vrai terrain.
avec des populations, avec des territoires. Et puis, il y a un autre champ de bataille, qui est le champ de bataille virtuel, complètement dématérialisé et numérique. Est-ce que vous faites des approches différentes selon ces deux terrains, le terrain physique et le terrain numérique dématérialisé, ou est-ce que les deux sont imbriqués ? Alors on essaye d'analyser de façon systémique les deux cas, mais effectivement on se rend compte que ce n'est pas aussi simple que ça, et que le plus souvent il y a des effets indirects, des attaques ou des opérations dans le champ dématérialisé qui se traduisent par des effets dans le champ matériel. Et c'est ça qui est le plus difficile, puisqu'il y a souvent un problème en plus de temporalité, c'est-à-dire que l'effet peut être repoussé dans le temps, 1 an, 2 ans après, plus tard, et on a du mal à trouver le lien entre l'un et l'autre. Donc effectivement, il y a d'un côté une dématérialisation de plus en plus forte et de plus en plus répandue, mais au final, il y a souvent aussi, on se rend compte, une volonté d'avoir des effets dans le champ matériel, et c'est cette combinaison des deux qui nous pose quelques soucis. Par exemple, sur un champ de bataille classique, on peut en même temps être sur le champ virtuel, c'est-à-dire couper l'électricité, couper l'eau, couper les télécommunications, etc. Ce qui évidemment réagira immédiatement sur le champ de bataille classique. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Yves Sandoz. Oui, alors c'est important de savoir de quoi on parle, parce qu'effectivement, il y a tout ce qui se passe dans une guerre dont personne ne met en doute qu'elle est une guerre. C'est-à-dire l'utilisation du cyberespace, et je conviendra là-dessus, en Afghanistan ou en Irak. Donc ça, c'est vraiment un problème de droit humanitaire. Mais il y a d'abord la question d'actes qui peuvent être un déclencheur de guerre. Alors, à ce moment-là, il faut bien savoir, on a vu la simple criminalité cybernétique n'en est pas un. Puis après, il y a cette frontière avec l'attaque, attaque qui peut être vraiment déclencheur de guerre ou non, suivant l'ampleur de l'attaque. Maintenant, si ce n'est pas un déclencheur de guerre, la question qui se pose, que peut faire l'État pour répondre? Alors c'est vrai qu'en droit international, il y a des contre-mesures. Si un État se fait espionner ou il peut prendre des contre-mesures, encore faut-il, et c'est un problème qui, à mon avis, n'a pas de réponse simple, qu'il en ait les moyens. Parce qu'il y a des États qui sont quand même plus intelligents que d'autres au niveau de l'informatique. Et s'il n'en a pas les moyens, alors est-ce qu'il y aura la coopération? Comment est-ce qu'il fera? Ou est-ce qu'il agira avec des choses qui sont illicites? Parce que les contre-mesures sont quand même assez limitées. Puis vous avez alors l'acte qui est réellement un acte de guerre, donc qui justifie la légitime défense. Donc on entre dans le domaine du droit humanitaire. Mais le problème qu'on a là, on l'a évoqué, c'est l'attribution. Est-ce que c'est un individu qui a fait ça, ou un groupe d'individus, ou est-ce que c'est réellement l'État qui est responsable? C'est le fameux exemple maintenant en Iran de ce Stuxnet qui a attaqué les systèmes nucléaires iraniens pour saboter les systèmes iraniens. Probablement qu'on devrait considérer ça comme un acte de guerre. Ça. Enfin, je ne sais pas ce que mes co-présentateurs pensent. Maintenant, il y a fort soupçon que ce soit des États qui l'aient fait, mais il n'y a pas une attribution absolument sûre. Donc là, vous avez aussi un problème de savoir contre qui réagir. Alors ça pose après la question de la souveraineté nationale. Un État doit quand même contrôler ce qui se passe chez lui, mais surtout dans ce domaine-là, il n'a pas vraiment tous les moyens de le faire. Donc ça c'est des éléments qui sont très importants. Que alors après, il y a l'autre champ dans lequel on va entrer tout à l'heure, de cette utilisation du cyberespace dans un conflit armé avéré. Alors là, il y aura quelques éléments à dire, je les garde pour tout à l'heure. Gardez des munitions. Juste une petite remarque sur la question de l'attribution. Il faut peut-être aussi sortir du mythe du hacker tout seul qui déstabiliserait un État entier et qui serait à l'origine d'un conflit. On se rend compte quand même dans les affaires récentes que la complexité des virus ou des malwares qui ont été développés implique derrière une puissance de développement et des soutiens industriels qui font penser qu'il n'y a pas juste un petit groupe de gentils hurluberlus, mais des puissances des plus organisées, voire étatiques. Et ça, il faut peut-être démystifier ce côté. On se rend compte que parfois, c'est quasiment impossible que ça ait été développé
hors d'un État ou en tout cas d'une organisation structurée. Et deuxième petite remarque, simplement sur la responsabilité, même si on n'arrive pas à attribuer l'origine d'une attaque de ce style, on se pose la question en droit sur celle de la responsabilité peut-être indirecte de l'État qui tolérerait, même si on n'arrive pas à lui attribuer directement, mais une responsabilité indirecte d'avoir pu tolérer ce genre d'activité ou d'avoir permis le développement de ces activités sur son territoire. D'accord. Je vais poursuivre avec vous, sauf si vous voulez effectivement compléter, parce qu'après on va passer sur l'aspect juridique. Alors justement, oui, là où également un élément de sémantique, j'insiste sur cette notion de hacker. Il ne faut pas assimiler le terme de hacker à étant forcément ni un hurluberlu, ni un cinglé, comme le mentionnait ou le qualifiait Yves Sandoz. La notion de hacker en général est quelqu'un qui cherche à comprendre comment ça marche. C'est quelqu'un qui va détricoter un système informatique, qui a ce côté je veux comprendre comment ça marche et qui a une capacité à décortiquer le mode opératoire et donc éventuellement à l'utiliser à son profit. Mais qu'il n'y a pas forcément il ne faudrait pas traduire le terme de hacker par celui de pirate ou d'activité criminelle. Un hacker est quelqu'un qui culturellement cherche à comprendre comment est fait le système qu'on lui propose d'utiliser et éventuellement va participer à l'information, c'est-à-dire qu'il va diffuser la recette, le code, il va essayer de le modifier, il va essayer de le personnaliser. Mais il ne faudrait pas associer automatiquement la notion de hacker avec une activité illicite. Dans le cadre de la responsabilité, on a effectivement un exemple concret, celui de l'Estonie de 2007. L'Estonie était un jeune membre de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et c'est vrai que la première chose, quand elle estime avoir subi une attaque, en plus les dirigeants estoniens, eux, avaient une intime conviction quant à l'origine géographique de l'attaque, ils sont allés voir le commandement militaire à Mons, enfin ils sont allés à l'OTAN, et évidemment l'OTAN a dit mais vous ne pouvez pas nous apporter avec certitude l'identité de l'attaquant. Et donc on n'a pas appliqué le fameux article 5 du traité de 1949 parce qu'il n'y avait pas établissement. Alors peut-être là, après ça devient des conjectures. Est-ce que si ça n'avait pas été la petite Estonie, si ça n'avait pas été la grande Russie potentiellement, si ça n'avait pas, évidemment ça ne suffit peut-être pas à construire une norme permanente, mais en tout cas, effectivement, la question a été étudiée à cette occasion. Bon, les hackers, ce ne sont pas tous des pirates, il ne faut pas non plus trop les embellir. Il y en a peut-être qui ne le font pas par non, mais si ce sont des pirates, ce sont des pirates. Voilà ce que je veux dire, mais ce ne sont pas forcément des hackers. Voilà, c'était mal. Mais il y en a aussi. Alors, qu'on les appelle comme on veut, mais il y en a aussi qui s'amusent à détricoter ces choses, mais avec une nuisance qui dépasse peut-être même ce qu'ils pensaient faire. Mais j'aimerais juste revenir sur la question de la responsabilité des États. Il y a des règles internationales sur la responsabilité des États en cas d'acte illicite. Si les États commettent un acte eux-mêmes, ils sont responsables. Ils sont des agents de l'État, ils sont aussi responsables de ces actes. Et puis, ils ont ce qu'on appelle un devoir de due diligence, hein, de veiller. Mais cela dit, dans ce domaine, et là vous êtes plus spécialiste que moi, dans ce domaine, il y a une certaine limite des possibilités de l'État de contrôler, ou bien alors, s'il devenait extrêmement contrôlant, il y aurait des réactions de gens qui diraient mais à fort, on nuit aux droits de l'homme et à la liberté d'expression. Hein. Donc on va entrer dans cette contradiction-là. Il faut bien admettre, dans ce domaine, le contrôle absolu de l'État est quand même assez problématique. Donc on ne peut pas attribuer à l'État tout ce qui se fait à partir de son territoire.